Philippe Auguste est vraiment le premier capétien à avoir bâti le royaume de France. À son avènement, le roi était seigneur d'un tout petit ensemble territorial, entre Paris, Bourges et Orléans. À sa mort, il a mis sa domination sur la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, l'Artois, une grande partie du territoire. On commence à voir se dessiner la domination du roi sur l'ensemble de son royaume. Le testament de Philippe Auguste, qu'il a passé en 1222, 9 mois avant sa mort, à Saint-Germain-en-Laye, c'est le premier testament d'un roi de France que l'on conserve en original. Il est conservé dans le Trésor des Chartes aux Archives nationales. Une dizaine de clauses qui sont des legs pour la reine, pour le prince, pour les pauvres, beaucoup pour la croisade. Car Philippe Auguste était probablement très préoccupé par le sort de la Terre Sainte et il avait sans doute un peu mauvaise conscience, puisque lui-même, il avait fait une croisade en 1190, il était parti très très vite et il n'a jamais voulu y revenir. Donc, avec son testament, il essaye d'apaiser un peu sa conscience, d'autant qu'autour de lui, il a un templier et un hospitalier qui seront ses exécuteurs testamentaires et qui ont probablement beaucoup influencé son choix dans l'importance des donations qu'il fait pour la Terre Sainte. Il y a un legs qui retient particulièrement l'attention, c'est celui que le roi fait pour l'abbaye de Saint-Denis. Il ne lui donne pas de l'argent, il lui donne tous les joyaux de la couronne, à condition que les moines de Saint-Denis recrutent, si j'ose dire, 20 moines supplémentaires pour prier tous les jours pour le repos de l'âme du roi. Et Philippe Auguste choisit de reposer à Saint-Denis. Il n'est pas le premier, mais son père ne l'avait pas fait, son arrière-grand-père ne l'avait pas fait non plus. Et Philippe Auguste ouvre vraiment la série des rois qui vont faire de Saint-Denis la nécropole royale. C'est un document qui frappe ceux qui ont l'habitude des documents médiévaux, aussi bien comparé aux autres testaments qu'on peut connaître de la même époque, que par comparaison avec la production habituelle de la chancellerie royale à la même époque. C'est un document qui ne présente pas la forme qu'on attendrait d'un document de chancellerie, déjà dans son aspect matériel et visuel, par l'écriture qui est la sienne. C'est une écriture rapide, négligée, qui n'est pas une écriture inexperte, c'est quelqu'un qui sait écrire, mais qui n'est pas un professionnel de la plume, mais sans du tout, si vous voulez, le soin, disons, calligraphique qu'on trouverait dans un acte normal de chancellerie. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est la précipitation. La précipitation s'explique assez vraisemblablement par la maladie du roi à cette époque-là. Il est encore à 9 mois de sa mort, mais d'après le texte même du testament, on a l'impression qu'il pense qu'il va mourir très bientôt. Philippe Auguste est un homme impulsif, colérique, etc., comme on le sait. C'est aussi un homme qui a très peur de la mort. On a l'impression qu'il y a une sorte d'atmosphère de panique, disons-le, dans la rédaction de ce testament. Un des aspects les plus curieux, c'est qu'il y a dans le testament un passage gratté, et gratté assez bizarrement. On n'a même pas gratté le membre de phrase complet. On a gratté des mots qui correspondent à une somme que le roi prévoyait de léguer à son fils. On s'est demandé qui avait fait ce grattage. Est-ce que c'est postérieur à l'ouverture du testament, donc à la mort du roi? Est-ce que c'est antérieur à la mort du roi, mais organisé par les exécuteurs testamentaires? Pour ma part, je suis plutôt d'avis que ce grattage a été fait au moment même de la rédaction et que son aspect brutal, sans beaucoup de soin, et textuellement, avec la façon dont on mutile la phrase, il me semble que c'est au contraire parfaitement cohérent avec l'incohérence, si je peux dire, du reste de ce document. Il y a d'autres aspects encore, matériellement. Le scellement lui-même ne respecte pas les règles habituelles de la chancellerie et semble avoir été fait en telle sorte qu'à l'ouverture du testament, il y a eu une erreur. Celui qui a ouvert le testament d'un coup de canif l'a ouvert, si je peux dire, à l'envers, en sorte que le sceau, au lieu de pendre au bas du document comme prévu, pendait, maintenant il a disparu, à l'arrière du document, au milieu de la feuille, d'une façon tout à fait inhabituelle. Il me semble que donc les circonstances désordonnées dans lesquelles le testament a été produit se sont encore prolongées par ce dernier avatar après la mort du roi, à l'ouverture du testament. Et d'après certains indices, on peut imaginer que le souvenir de ce testament bâclé et problématique a pu inspirer plus de prévoyance chez les successeurs de Philippe Auguste.